Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Élu pour un 9e mandat consécutif le 8 décembre dernier dans le comté d'Abitibi-Ouest et élu ou nommé 3e vice-président de l'Assemblée nationale en janvier dernier, mesdames et messieurs, le député du Parti québécois en Abitibi-Ouest, M. François Gendron. M. Gendron, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Monsieur Gendron, félicitations pour votre réélection à titre de député d'Abitibi-Ouest, un 9e mandat. Est-ce que c'était une dure campagne, M. Gendron? Parce qu'on dit tout le temps, je pense qu'il n'y a pas de campagne facile. C'est sûr, là, je ne pense pas. Sauf qu'il y a peut-être des campagnes qui sont plus difficiles que d'autres. Est-ce que la dernière a été une campagne difficile? Non, exigeante en termes d'horaire, parce que je prends ça au sérieux. On peut pas s'offrir une image à l'électorat. Puis je dis, ben moi, regarde, c'est dans le sac. Moi, c'est pas mon style, c'est pas ma personnalité, puis ça paraîtrait. Donc, j'ai rien négligé, j'ai travaillé fort, mais puis je pense que c'est toujours la même franchise qu'il faut avoir avec l'électorat. Moi, j'ai pas senti d'inquiétude la dernière. Là, j'étais sûr que les gens étaient d'accord avec ma décision de poursuivre. Okay. Ils étaient d'accord que c'était une élection inutile, non souhaitée, non voulue, mais avait lieu. Il faut la faire, elle est là. Voilà. Alors, on l'a fait, puis je l'ai fait avec passion, avec énergie, avec conviction, avec un bon programme et avec la conviction que je pouvais continuer à servir, et je chantais ça sur le terrain. C'est donc dire que c'était une des campagnes parmi plusieurs campagnes. Il faut être là, il faut se donner, comme vous vous donnez à chacune des campagnes électorales. Vous avez un programme à suivre et vous le suivez. Oui, puis on sent que les gens accepteraient pas. Tu peux pas jouer dans le film, si tu permets l'expression, là, puis être distrait, puis pas là, puis en vacances, puis ça honore l'électorat. Ça honore les électeurs qui ont cette fierté d'avoir des candidats qui se battent. Puis ils s'offrent, mais il y a une campagne, il faut la faire, puis on sait jamais. Puis garder le taux de participation un des plus faibles, ça m'a fait mal, ça m'a blessé. Et je veux pas dire que je sais tout, là, mais je m'en doutais, là. Oui, quand tu respectes pas l'électorat, respectes pas l'électorat, tu dis, oh, moi je vais pareil. Il y a des conséquences. Et M. Charest est responsable d'un taux de participation sans précédemment faible et il doit l'assumer. Il n'est pas le seul responsable. C'est une responsabilité collective de toujours dire la démocratie, si on s'en occupe pas, va s'occuper de nous autres dans le mauvais sens. Exactement. Et dans ce sens-là, il faut aller voter. Mais je peux pas blâmer à tout cas les électeurs. Et il faisait pas chaud aujourd'hui, là, je m'en rappelle. Écoute, le matin, là, il faisait pas chaud, là, je me rappelle, parce qu'elle m'en est à 10h à la reine, si ma mémoire est fidèle, puis elle est assez fidèle, il faisait moins 31 à 10h15. Fait qu'il avait fait moins 38 le matin. Surtout pour le troisième âge, j'étais aussi dans ce temps-là, de se déplacer et d'aller voter. C'était pas évident. Puis on connaissait un peu les enjeux, là. On savait, pour toutes sortes de raisons, que M. Charest avait des bonnes chances d'être au gouvernement majoritaire. Là où il y a eu un mauvais calcul de sa part, c'est dans ce que j'appelle le nombre de sièges. Il n'y a pas eu le nombre de sièges qu'il pensait. Mais est-ce qu'on s'en doutait que M. Charest serait renvoyé au pouvoir? Ben oui, parce qu'avec le taux de satisfaction qui était quand même assez élevé, 67 ou quelque chose un taux de satisfaction assez élevé, ça donne les résultats qu'on a connus. Monsieur Gendron, c'est une question parce qu'on vient d'effleurer le sujet. Fait que ma question était un peu plus loin parce que je voulais revenir encore au 8 de décembre et on va revenir. Oui, pas de problème. Moi, je veux pas mon Non, c'est absolument pas. Non, mais regardez, c'est que j'avais comme question faible taux de participation à 57 qui est à peu près le même taux dans le comté où Abitibi-Ouest ou à peu près aussi, Rouyn-Noranda, etc. Mais on en a un exemple frappant de ce que vous venez de dire. On va parler un petit peu plus loin de la débandade de la DQ, qui a été catastrophique, c'est épouvantable. Puis M. Dumont a été honnête en disant le soir même, moi, à la prochaine, je ne serai pas là. Alors moi, j'appelle ça un politicien honnête, de faire ça tout de suite, et non pas à la Stéphane Dion de laisser traîner. Mais où je veux en venir, c'est que 700 000 électeurs adéquistes n'ont pas été votés. Ça, c'est terrible. Ben, c'est terrible, mais là, il faut comprendre une chose, là. Écoutez, les électeurs adéquistes ont vu la glissade. On s'entend. Ils ont vu la glissade de l'ADQ. Tu sais, ça arrive pas de même. Là. Tout le monde l'avait prévu. Aller. Non, c'est sûr. Alors qu'un électeur adéquiste dit est tellement rapide que moi, je suis pas prêt à donner mon vote à une autre formation politique tout de suite parce qu'il y a une élection.
faut pas tomber en bas de notre chaise. C'est arrivé, c'est pas que vous faites des analyses des 50 dernières années. 700 000, c'est quand même... Ah non, c'est majeur. C'est majeur. Non, ça, c'est majeur. C'est majeur des gens là, qui disent, ouais, mais là, faut additionner 3 vecteurs. La glissade, rage contre M. Charest de ne pas avoir écouté ce qu'on appelle le pouls de l'électorat, puis d'avoir écouté plus son réflexe partisan, plutôt qu'en démocratie, normalement, un premier ministre du Québec, il doit être sensible à une réalité. Le peuple à 75% dit, on veut pas d'élection tout de suite, là. Lui, il a pas écouté ça. Alors, prêt, pas prêt, on part. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Donc ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est clair que à partir du moment où l'enjeu était connu, que M. Charest serait renouvelé, même si l'ensemble des adéquistes se serait redistribué, si vous me permettez l'expression. Oui. Sur l'échiquier électoral, on ne changeait pas la donne. Donc, ils ont dit, laissez-nous cultiver notre peine, si vous me permettez l'expression, de voir la glissade. On va se faire une tête de l'avenir de notre formation politique, puis on va se brancher. Moi, j'avais fait une déclaration, puis je me rappelle, j'ai dit, on revient quasiment au bipartisme. Exactement. Et moi, je ne change pas d'avis que c'est une bonne affaire. Sincèrement, temporairement, c'est une bonne affaire parce que tant que la question nationale n'est pas réglée, puis là, on le voit par le budget fédéral, on le voit avec ce qui est arrivé avec la coalition, on le voit avec le mauvais traitement que le Québec a reçu dans le budget-là. Le Québec est complètement ignoré, les priorités du Québec sont ignorées. Mais ça, moi, il n'y a pas de nouveau là-dedans, là. C'est le traitement continu. Sauf que là, on a remis en évidence cette réalité. Exactement. Oui, c'est sûr. Puis avec tout ça, parce que dans le dernier discours du budget fédéral, le Québec a été complètement ignoré, ou à peu près même péréquation. On va perdre 1 milliard ou pas loin. Et avec tout ça, bien, on voit notre premier ministre Harper dans les bras du bonhomme Carnaval venir vanter le Québec. Chercher de la sympathie, parce qu'il en a besoin. Est-ce qu'on peut dire chercher l'erreur, monsieur oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Monsieur Gendron, on va revenir avant le 8 décembre dernier. Vous étiez président de l'Assemblée nationale, un petit peu élu dans la controverse. On va en parler un petit peu tantôt parce que je veux qu'on tire ça au clair, là, bien comme il faut. Mais vous auriez aimé continuer dans ce poste-là? Oui. Pour quelle raison? Par franchise. C'est un poste important. C'est un poste qui permet que tes affaires dans le comté roulent bien, parce que je connais aucun ministre qui ne veut pas être en bonne relation avec un président de l'Assemblée nationale. Et il s'agit juste de faire du téléphone, même si dans l'électorat, c'est pas lui de même. Puis ça donne bien, là, je veux pas bêler les gens, j'arrive d'une conférence à Saskatchewan où les présidents de l'Assemblée, les vice-présidents et les greffiers parlaient de ça. Le ça étant, pour un président, faire une élection, c'est un plus ou un moins. Et on arrivait tous à la conclusion que pour l'électorat, là, ils n'aiment pas ça. Que leur député, qui était actif sur la plage politique, soit président de l'Assemblée. En gros, là. Oui. Il y a des compensations, mais en gros, l'électorat n'aime pas ça. Alors, je l'ai senti aussi, parce que pour la première fois, je faisais campagne, la dernière campagne, avec le titre de président de l'Assemblée nationale, et non seulement le titre, les responsabilités, parce que j'ai encore sur moi mon BlackBerry. Et durant la campagne, il sonnait 2-3 fois par jour, parce que le secrétaire général m'appelait, puis il disait, telle affaire, parce que t'es responsable, le président est responsable de 25-26 unités administratives, qui continuent à fonctionner, même sur une campagne électorale. Mais les gens, les autres, un président, ils voient juste la période des questions. Bon, c'est autre chose. Mais la question, c'est pas ça. Oui, j'étais président. Oui, j'aurais aimé continuer parce que c'est un poste qui répond à un poste que je suis. Et là, écoutez, j'annonce rien aujourd'hui. On peut pas commencer un mandat pour annoncer quelque chose, là. Mais c'est évident que moi, je travaille fort sur ma relève, puis je n'ai plus en arrière qu'en avant, là. Donc, terminer éventuellement une carrière politique dans un poste de président qui est bénéfique pour la région puis le comté, compte tenu de ce que je vous dis avant. Parce que moi, ce qui me guide toujours, c'est toujours la même valeur. Est-ce que c'est bon mes électeurs, c'est bon la région puis le bon comté? La réponse, c'est oui. Fait que là, tout de suite, M. Gendron, je vous arrête parce que je vais vous poser la question suivante. Non. Les compenses, non, une question qui est une... Abonné plus tard. Pour les compensations, j'aimerais là qu'on en parle. Parce que j'ai ouï dire, selon les contacts que j'ai, qu'un président de l'Assemblée n'a pas le temps beaucoup d'aller fouiller dans ses dossiers de comté. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, quand il prend un dossier, il sait où aller pour dire, mais regarde, tu m'arrangerais tout ça parce que j'ai vraiment pas le temps, moi, là de m'en occuper. Ou à peu près de même. Votre question est loin d'être pas bonne, elle est correcte, mais avec une petite nuance, c'est que
t'as moins de temps, mais t'as un gros cabinet, t'as une masse salariale importante pour avoir des gens qui t'aident à pousser tes dossiers, mais c'est plus ce que vous venez de dire, c'est que les temps de réponse, comme par hasard, sont coupés de beaucoup. Donc, n'importe quel ministre dans le gouvernement, quand t'es président, il dit pas « je vais te répondre en juillet quand tu poses une question en janvier ». Il dit « oui, alors, tu sais, non, mais c'est que vous connaissez mon style. Ça, oui. » Donc, concrètement, là, tu te rends compte que les cabinets sont « oui, M. François, qu'est-ce qu'on peut faire? » Parce qu'ils savent que je peux pas jouer sur la patinoire politique. Et la compensation, c'est il n'y a plus de délai, les réponses viennent vite, puis la collaboration est parfaite. Donc, c'est un avantage. Un gros avantage. Vous avez été élu avant le 8 décembre dernier comme président de l'Assemblée nationale dans la controverse. On a vu, on l'a lu, on vous a vu traverser la Chambre également, où habituellement, le premier ministre est supposé vous escorter jusqu'à votre siège. M. Charest s'est refusé à faire ça. M. Dumont, Mme Marois, ils sont allés. Dans la controverse, expliquez-nous là la controverse. On la sait, mais expliquez-nous plus en détail, M. Gendron, cette controverse-là qui a tant fâché M. Charest. Ben, en détail, là, ça va être important, mais moi, ça va être trop loin. La dernière fois, je parle de ça. Oui. Je pense que c'est pour mes électeurs, parce que, là, si vous saviez ce qu'il m'a dit 2 jours après, vous ne pourriez pas me comprendre. La controverse, il n'y avait pas tant que ça. C'est que le leader du gouvernement qui, à passant, s'est pas représenté, M. Jean-Marc Fournier, c'est pas la seule raison, là, parce qu'on grossirait toutes les affaires. Mais un leader du gouvernement qui fait pas sa job, il y a des conséquences. Alors, le leader du gouvernement, dans ça, le ça étant l'élection de la présidence, n'a pas fait son travail. La controverse, c'est pas compliqué. Moi, je suis plus dans le portrait de la présidence parce qu'il y a un candidat de chacune des formations politiques, puis c'est réglé, puis moi, je reste leader, puis c'est fini ici. Bon. Qu'arrive-t-il 3 jours avant? Il arrive que Marc Picard, candidat de l'ADQ, m'appelle puis il dit « François, je retire ma candidature parce que toi, tu fais l'unanimité chez nous, puis tu dois la faire chez vous. » Oui, mais j'ai dit « Garde, moi, je veux mieux rester leader, puis tout ça. » Je vérifie si la chef est au courant de ça. Ma chef. T'es pas au courant? Faut pas être au courant. Marc Picard, il a décidé ça, lui, après avoir discuté avec son monde. Avec son gros, puis, oui, okay. Il tenait ça secret, puisque le vendredi, il m'appelle, personne ne le sait, je veux te voir, c'est urgent. Puis le lundi, on reçoit Sarkozy, je me rappelle. C'est-à-dire le vendredi de Sarkozy, le jour où Sarkozy est là, c'est là qu'il me rencontre à 5 heures. Puis ça, c'est précis comme je vous parle. J'apprends ça là, ben laisse-moi réfléchir, m'en parler à ma chef. Il ajoute, pour que vous soyez ben au fait. Si tu parles de ça publiquement, il n'y a plus de deal. Je retire plus ma candidature. Donc, si ma chef est intéressée par la situation politique, que j'accède à la présidence pour des raisons que je ne vais pas expliquer, là, moi j'en parle, elle dit « ouais, ça serait intéressant ». Pour une raison très simple, de tout temps, et c'est là que le bas blesse dans l'espèce d'attitude de M. Charest, le président de tout temps, il a toujours été élu par la majorité de ses pairs. Mais là, cette fois-là, la majorité de ses pairs était du côté de l'opposition. Pas compliqué, là. Donc, il est arrivé la même chose que toujours, pour le vrai. Le président a été élu par la majorité de ses pairs. Ses pairs étant majoritairement dans le côté de l'opposition. C'est ça, quand ma chef a dit « j'aimerais ça que tu y ailles », et là, j'ai respecté les règles, M. Lacasse. Donc, dans quelle controverse? C'est le secrétaire général, comme la dernière. Autrement dit, la dernière s'est faite exactement comme la mienne. La mienne, on appelle ça controverse. L'autre, même règle, même affaire. Puis là, il n'y a pas eu de controverse. C'est quoi l'affaire? C'est un show de M. Charest. C'est carrément un show. Je vous le dis, pour comprendre le show, faut savoir que lui, il voulait pas, parce qu'il sait, M. Charest, au moment où il y a l'élection du président, lui, il sait qu'il va en élection. Monsieur, là? Non, oui, c'est sûr. Oui. Et il veut pas le dire tout de suite, pour des raisons qu'il regarde. Et il veut pas que ses troupes portent l'odieux de la crise qu'il a faite dans son caucus. Donc, il extériorise sa crise à l'extérieur et il fait semblant qu'on aurait une part de responsabilité là-dedans. Est-ce que je me trompe, M. Gendron? On va faire un petit scénario très vite, très court. Là. Oui, parce qu'après ça, on va passer à d'autres choses. Est-ce que je me trompe en disant que moi, je suis assis ici, le président de l'Assemblée nationale est là et l'opposition est là? J'aimerais mieux, moi, en tant que premier ministre, avoir François Gendron là que de l'avoir dans mon visage comme leader parlementaire et bras droit de Pauline Marois. Sincèrement, on peut pas analyser à la place de M. Charest. Moi, je pense que non. Sincèrement, je pense que non.
parce qu'il savait que président de l'Assemblée nationale, c'est un poste de crédibilité, d'autorité et de respect, et je l'avais le respect, puis je l'ai encore, chez les troupes libérales. D'ailleurs, il me l'a dit en privé 3 fois plutôt que 2 jours après, d'un événement c'est moi qui ai convoqué, là, qui était la remise des médailles pour les Jeux olympiques et paralympiques de cet été. Non, moi, ce que je pense, c'est que, je répète, si M. Fournier avait fait sa job, puis avait informé M. Charest, toute la crisette que vous avez eue n'aura pas eu lieu, puis aurait compris que c'était pas illégitime, que le président origine des 2 formations ayant la majorité en chambre, comme ça s'est toujours passé. Et je conclue là-dessus. C'est pour ça qu'à la dernière, les gens m'ont appelé et m'ont dit « Pourquoi tu t'es pas représenté à la dernière élection? » Ben, il faut pas me représenter. Moi, le lendemain de l'élection, je savais que c'était Yvon Vallière qui serait président parce qu'il était majoritaire. Et M. Charest lui avait promis le poste. Et c'est pour ça qu'il s'est représenté. Et M. Charest avait dit, je te donne rien. Donc, quand il y a eu la formation du cabinet avant les fêtes, pas moins d'attendre l'élection du président, moi, je le savais, quand Vallière était plus whip, t'es pas président de caucus, puis t'es pas conseiller des ministres. Pendant pas un gros génie pour savoir que c'était son candidat, puis il serait élu parce qu'ils sont majoritaires. Après le 13 de janvier, vous avez été... Est-ce que c'est élu ou nommé 3e vice-président, M. Gendron? Les deux font en croire toujours que c'est élu, mais quand il n'y a pas personne qui se présente compte parce qu'on sait qu'ils sont majoritaires, en tout cas, je respecte que tout le monde devine, puis là, c'est la même chose. Pour ce qui est du 1er, 2e, 3e, puis là, je l'ai déjà dit à vous, je le dis au public, j'allais employer un mot vulgaire, il n'y a pas de 1er, 2e, 3e. C'est uniquement dans la perspective, c'est ça, c'est dans la perspective où le président décède ou ne peut plus fonctionner. Cette référence de 1er, 2e, 3e, ce n'est que pour ça. Pour le remplacement en cas de perte de vie, que je souhaite pas, ou un malheur, bon. Mais on a la même job, le même salaire, et en rotation, il y a 3 vice-présidents qui se partagent la job. C'est quoi votre qu'est-ce que vous avez à faire comme vice-président, comme toi? Parce que on dit tout le temps que le président, lui, il va la période de questions, c'est vrai, juste ça qu'on voit. Il fait que la période de questions, puis ça va travailler. Mais vous autres, vous faites autre chose après, par exemple. On fait 3 choses rapidement. On fait tous d'abord les 7 heures de répartition du 21 heures de séance semaine, 3 fois 7, 21. Donc, on fait ça. Vous faites 7 heures, soit vous êtes 2e ou 1er, l'autre, bon. Chaque président fait le même temps. OK. De présider les débats dans la semaine après que le président est parti parce qu'il ne fait que la période de questions. Deuxièmement, tous les vice-présidents ont 2 mandats spécifiques, autres que présider les débats. Moi, je suis responsable de ce qu'on appelle du comité de la télédiffusion des débats et du canal de l'Assemblée nationale pour les événements spéciaux. Quand Charest veut donner la main, bon. Et je suis responsable de la famille politique Bruxelles-Wallonie et la communauté française de Belgique. C'est donc dire que c'est un poste, mais auriez-vous, j'ai dit ça entre parenthèses de même, auriez-vous mieux aimé être leader parlementaire du Parti québécois au lieu d'être vice-président de l'Assemblée nationale? Réponse tout pour Marc-Franchi, oui, j'aimerais mieux être leader, mais là, je comprends pas Pauline, puis on avait discuté. Moi, là, François Gendron, il peut pas toujours être sur la sellette avec l'équipe de 20 nouveaux, puis on veut former une équipe de jeunes. Donc, elle m'a dit, garde, tu peux avoir ça et ça, mais leader puis whip, j'aime mieux refaire une équipe différente. Okay. Et elle a raison, puis je suis d'accord avec elle, mais votre question était franche. Est-ce que moi, préférerais être très actif, être leader, surtout l'opposition officielle? Ben oui, parce que là, t'étais dans le feu de l'action tous les jours. Parce que là, on va encore dire, on voit pas M. Gendron. C'est sûr que, parce qu'il va être assis au bout là-bas, là, puis on le veut dire. Exactement. Vous avez raison, mais c'est pas parce qu'on le voit pas, il y a des questions qui poussent pas ses dossiers, qui va faire sa job, qui a pas l'influence. Parce que vous pouvez faire de la politique aussi. Ah là, j'ai le droit. Mais en étant président, vous n'aviez pas le droit. Ça. Vice-président. Fait que moi, j'aurais perdu un invité. Oui. Vice-président, je retrouve pleine capacité de faire de la politique, correct. Je réintègre le caucus. Je fais partie des missions de notre formation politique. Je suis dans l'opposition officielle de plein droit. J'ai le droit d'aller faire des conférences, des débats. Il y a une zone de ce que j'appelle attention, là. Je peux pas planter les libéraux à tous les jours à Maisonneuve à l'écoute pour fin d'exemple, puis monter sur le banc le même jour. Je ferai une émission, je sais pas, moi, à midi et demi, puis je plante des libéraux, puis c'est moi qui préside à 3 heures, pendant 2 heures sur un dossier de fond.
le leader du gouvernement va s'élever puis dire, hey, là, on retire notre confiance envers ce président-là et il aurait raison de le faire. Okay. Donc, comme j'aime pas le trouble pour dire, je ne poserai pas de geste innocent comme ça. Juste pour une dernière question sur le vote du 8 décembre, M. Gendron. Un de vos adversaires lors de cette campagne électorale-là, après votre élection, a dit que les gens avaient voté beaucoup plus pour l'homme que pour le parti. C'est une chose qu'on a entendue aussi. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je suis juste franc. D'accord ou pas, ça n'a pas d'importance. Est-ce que je l'ai entendu, moi aussi? La réponse, c'est oui, mais là, cet adversaire-là, ou bien il est sur une autre planète, puis il connaît pas la politique, mais cette réalité-là, on la connaissait avant, là. Tu sais, il n'y a rien de neuf, là. Est-ce que dans le comté d'Abitibi-Ouest, il y a des gens qui trouvent que la personne qui a le poste répond à leurs critères, comme ailleurs, quand c'était Jolivet dans le comté de la Violette, puis Brassard au Lac-Saint-Jean? Alors, est-ce que je ferais semblant? Non, c'est 100% du vote du parti. Je dis, ben non. Mais ça arrive ailleurs, puis il n'y a pas de nouveau là-dedans. Par contre, arrêtez de penser qu'il n'y a pas de gens qui sont pas souverainistes. C'est Parti québécois, qu'est-ce que tu veux? Le député du Bloc, là, c'est souverainiste. Donc, on est d'abord pour le programme puis la cause. On est un Parti social-démocrate. J'ai écouté l'émission que vous l'avez écouté, tout le monde en parle. Mon ami Frappe à bord, là, qui a pris beaucoup de place dans Martineau, qui a pris beaucoup de place dans la mission, il dit, ouais, mais t'as l'affaire par rapport au PQ. Là, rapidement, un autre, il a dit, oui, mais écoute, t'as des lunettes, là, tu sais, la loi anti-cam, bon. On a un bilan qui, dans la société québécoise, a marqué la société québécoise. Est-ce qu'il y a du monde qui vote pour ça? Ben oui. Monsieur Gendron, vous avez pris des engagements durant cette campagne électorale-là. Vous avez été élu. Donc, ces engagements-là restent. Oui, au moment où l'on se parle. Alors, on va les prendre, mais très vitement, parce qu'on n'aura pas le temps de toutes les faire une à une. Mais en éducation, entre autres, augmenter le nombre de places en garderie rapidement après l'élection. Et je vais les dire, après ça, je vais vous demander de commenter. En forêt, lancer un programme majeur de sylviculture intense, agriculture, réinstaurer les programmes régionaux. Ça, vous l'avez dit souvent, puis logement social, obtenir 50 unités de logement, etc., etc. Transport, reconstruction du centre de services d'Amos du ministère des Transports et le gros dossier dans le transport, conclure le dossier d'asphaltage de la piste d'atterrissage de la Sarre, puis procéder à la réfection du pont Émery-Sicard, c'est ça aussi, c'est ce qui est très important. Comment on fait, M. Gendron, pour porter ces dossiers-là puis les rendre finaux, appelez-les comme vous voulez. Comment on fait quand on est dans l'opposition? Rapidement, on les repositionne auprès des ministres concernés. On rencontre le ministre régional à sa demande, qui en passant laisse voir qu'il aurait plus de volonté de travailler concrètement avec l'élu que je suis. À 2 reprises, il est venu me voir, puis je le salue, je salue la belle initiative, parce que moi, le lendemain, j'étais élu, j'ai envoyé un communiqué, vous l'avez peut-être, puis j'ai dit, moi, je suis prêt à collaborer avec ces gens-là, qui sont aussi élus que moi. Et M. Corbeil et moi, puis il dit, c'est quoi tes dossiers prioritaires? Ben, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? J'ai placé mes engagements. Et je vais continuer comme ça. Je vais pousser moi-même dans les ministres que je connais tous, parce qu'en passant, les ministres seniors sont les mêmes. C'est ça, exactement. Tous les ministres sont restés exactement les mêmes ministres que je connais tous personnellement, puis fraternellement, et ainsi de suite. Donc, je vais les rencontrer pour dire voici mes priorités. J'en ai parlé au ministre régional. Je vais en parler aussi à l'adjoint ministériel pour certaines affaires qui est Daniel. On a la chance qu'il a été nommé dans des postes liés à nos infrastructures et à nos ressources. Exactement. Ben oui. Aux ressources. Je vais suivre la filière, mais je donne un exemple concret pour bien se faire comprendre. En forêt, ça fait déjà 4 fois que je parle à M. Béchard. Je salue son retour. Mais je comprends pas leur lenteur à pas se brancher. Quand tu lui poses carrément la question, M. Béchard, qu'est-ce que tu fais avec le régime forestier? Ah, ben, je ne sais pas, il y a des discussions. Oui, essayez de savoir du ministre régional. Posez la question, Franck. Il ne veut pas venir. Non, mais tu vois que vous voulez venir, vous en allez. Je m'excuse, je corrige le tir. Il voulait pas venir déjà. Bon, okay, en tout cas, mais peu importe, là, ils sont dans les limbes. Alors là, tu auras un dossier que tu voudras. Si le ministre ne sait pas encore comment se positionner, puis je l'ai encore vécu dans le dossier Petit-Bois, écoutez, jeudi passé, là, aujourd'hui, c'est lundi. Jeudi, cette semaine, j'ai passé au moins 3 heures au téléphone avec le cabinet. Je les appelais aux 10 minutes.
je vais avoir une réponse parce que le deadline, le deal ne tenait plus, passé vendredi. Vous êtes au courant du dossier, là? Puis là, je plaidais même pas, là. Il fallait lui dire, branchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Puis là, il me ressassait ce que Mme Boulay m'avait dit en septembre. Il dit, ça me donne rien d'apprendre ça. J'étais là, j'étais avec elle à la réunion, puis le maire de Barraude. Mais là, ça, je peux pas changer ces réalités-là, là. C'est ça, exactement. Je veux avoir, M. Gendron, on en a parlé, puis là, moi, je suis tanné d'en parler. J'en parle avec M. Hood. Le dossier piétine, ça n'a aucun sens. On en parle avec la MRC. La MRC semble pas d'accord avec le Conseil de ville et de la SAR, ou vice-versa. M. Lemay est dans le dossier. Il y a eu des promesses électorales faites au fédéral. Il y en a eu de fait au provincial. L'asphaltage de l'aéroport de la SAR, ça va-tu aboutir en 2009? Ça, moi, je trouve que ça n'a aucun sens. Là. Moi, j'ai pas dit que ça aboutira en 2009. Je le souhaite. Mais non, mais je vous le demande. OK, on va travailler à mort. Mais là, on ne le sait pas pour une raison très simple, parce que dans ce dossier-là, oui, tout le monde a pris des engagements, et indépendamment qu'il y ait un peu de divergence entre la MRC et la Ville, parce que ça donne rien de dire qu'il n'y en a pas, il y en a un peu. Mais il n'y en a pas sur la nécessité de l'asphaltage. Il y en a sur le cheminement, comment faire cheminer le dossier. Mais en conclusion, c'est nécessaire, c'est requis, ça va se faire parce que tout le monde parle d'infrastructure, autant fédéral, puis il y a de l'argent dans le budget d'infrastructure. Là, on en a. Là, il faut arrêter de causer puis dire ce dossier-là, on l'inclut dans le programme ou on le met pas dans le programme. Moi, je vais me battre à mort pour qu'il soit inclus dans le programme et j'ose espérer qu'on aura une décision en 2009 pour dire nous autorisons dans le programme infrastructure l'asphaltage de la piste parce que c'est une priorité. Monsieur Gendron, vous avez perdu vos deux comparses de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Morès et M. Alexis. Ce fut un dur coup pour eux autres, monsieur, parce que est-ce que vous les avez revus après l'élection? Je les ai revus tous deux. J'ai encore vu Alexis il y a 15 jours à mon bureau de la SAR qui est venu me saluer parce qu'il était ici. On s'est parlé à plusieurs reprises. Alexis. C'est ta mère? C'est difficile. Là, à mère, regardez, ces gens-là ont été élus serrés. Vous en rappelez, en 2007. Oui, c'est sûr. Donc, quand tu es élu dans une élection serrée et qu'il y en a un autre tout de suite après, 17 mois après, est-ce que ça se peut que tu la perdes serrée? La réponse est oui. Donc, c'est un peu quelque chose que nous nous attendions. Objectivement. Surtout Rouyn-Noranda, je pense. Surtout Rouyn-Noranda. Je sais que vous êtes honnête, puis vous le dites aussi, parce que moi, une semaine avant le 8 de décembre, j'ai des espions un petit peu partout que j'ai appelés, puis on m'a dit que M. Bernard passerait avec autour de 1500 de majorité. Vous allez dire, c'est beau à dire après, mais non, mais honnêtement, et c'était à peu près ça qui était une semaine avant. Pour Alexis, mais ce qui était sensible, c'est que ça serait très, très serré. Ça me fait de la peine parce que c'est un beau jeune, pas au sens juste physique, là. C'est un jeune de valeur, de principe. J'aimais ses convictions, j'aimais sa fraîcheur, j'aimais son espèce de jugement tranquille qui apportait du neuf. Et c'est le même ministre qui avait été battu. Pourquoi le rappeler? Parce qu'il y a eu des jugements assez sévères contre le même ministre. Et le Conseil des ministres trouve qu'on avait raison. Parce que là, le ministre délégué aux Affaires autochtones, là, on renverse pas le monde avec ça, là. Monsieur Gendron, il reste à peine une minute, puis j'aurais une question à vous poser, absolument. C'est que le soir du 8 décembre, on a vu l'euphorie belle fièvre. Du Parti québécois. On a vu que Mme Marois qui a relancé le projet de la souveraineté. M. Duceppe le relance à tour de bras également. Est-ce que pour le Parti québécois, le 8 décembre dernier, ça fait une victoire morale? Ah, c'est plus qu'une victoire morale, c'est une victoire concrète. Écoutez, une opposition de 51 avec 20 nouveaux, un beau mix de gens d'expérience et de jeunes, hommes, femmes, ainsi de suite. Il y a de la belle relève, il y a des gens de niveau puis d'envergure, mais en même temps, on sentait une fièvre liée à notre option. Et est-ce que c'est un moment privilégié, respectueusement avec l'électorat, de leur dire plus que jamais, cette réalité-là, faut arrêter de l'écarter puis la tasser. Elle est de plus en plus présente dans le débat politique et elle le sera. Et surtout, on vous a donné du grain là, pour en parler là, avec le dernier budget fédéral. C'est évident. On nous donne les ingrédients pour en faire une preuve par 4 et c'est tellement noble, digne de dire, regardez, dans une récession, est-ce qu'on ferait des miracles? La réponse c'est non, mais on serait responsable entièrement de nos décisions plutôt que de dire, je m'en rappelle, à un moment donné, on disait même avant l'élection, on disait, c'est vrai qu'un gouvernement provincial peut pas faire grand-chose dans la récession. Faut attendre le budget du grand frère. Si on avait tous nos outils, on pourrait... On l'a eu là. Merci beaucoup, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission dont on s'en parle. Au revoir et bonne semaine.